3 demandes d'intervention. J'en ai 4. 1, 2, 3, 4. Si vous pouvez me désigner qui... Oui, vous êtes en numéro 2, monsieur. Votre tour viendra. Merci Claire Tutenuy, entreprise pour l'environnement. On m'entend à peu près, un peu plus loin. Bon. On a chez Entreprise pour l'environnement beaucoup de travaux sur ces sujets et on a effectivement constaté que un point extrêmement important pour éviter une application abusive du principe de précaution était l'établissement d'un dialogue entre l'entreprise et ses parties prenantes, qui peuvent être le grand public, les scientifiques ou des ONG, à son initiative. Et de manière générale, le public réagit aux mauvaises surprises. Je suis très frappée que sur le cas des gaz de schiste, on connaît moins les OGM. Sur le cas des gaz de schiste, on a fait appel au principe de précaution parce qu'il y avait une demande de permis qui était là ouverte et c'était comment on peut l'arrêter. Et il n'y avait que ce moyen-là. Donc, alors que s'il y avait eu un débat plus éclairé par des travaux, des études et de l'explication et du dialogue, une controverse ouverte préalable, ce débat prend certes un peu de temps, mais il en fait parfois gagner énormément, et nous avons nombre d'exemples qui le montrent. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de changer, me semble-t-il, de système, et les entreprises doivent prendre en charge elles-mêmes ce principe de précaution. Je ne suis pas sûre qu'ils doivent prendre elles-mêmes ce principe en approche volontaire, ce principe pour éviter qu'on ne leur invoque faute d'autre chose dans le droit actuel. Et l'invocation du principe de précaution s'est faite sur ce cas des gaz de schiste où il n'y avait pas eu de débat scientifique avant, et se fait sur les questions agricoles où finalement on n'a pas, que je sache, tout à fait le même arsenal juridique pour vérifier ce que l'industriel va faire qu'autour des industries. Donc est-ce qu'on n'a pas des biais sectoriels liés à un certain nombre de différences dans l'application des réglementations, dans les législations existantes, pardon. Oui, merci. Donc, Xavier Ducolombier, je suis en charge des affaires publiques du groupe Solvay, qui est un groupe de chimie. Merci pour cette réunion passionnante. Nous, dans la chimie, on réfléchit beaucoup à ce sujet dans la mesure où on fait partie des activités qui ont d'ailleurs été citées tout à l'heure, sympathiquement comme les plus risquées, voire les plus dangereuses. Donc on est confronté régulièrement à cette interpellation. Et plus on y réfléchit, plus on se dit que finalement, ce principe de précaution, ça dépasse le problème du principe et du droit, et qu'il faut rechercher sans doute des explications sociologiques, psychologiques et sociétales pour comprendre pourquoi en France, ce débat revêt autant d'importance, avec des conséquences importantes sur quelque chose dont on n'a pas encore beaucoup parlé ensemble aujourd'hui. Cet après-midi, c'est la compétitivité, l'économie et, comme l'a dit le président gallois, le développement de nos entreprises. En fait, la société française nous apparaît comme assez vieillissante et assez schizophrénique, et le débat autour du principe de précaution, il a lieu autour d'autres sujets en France, où c'est une population de plus en plus urbaine, mais qui a la nostalgie de sa campagne, et qui a la nostalgie de ce qui ne doit pas bouger. Donc finalement, les leaders de l'opinion et de pensée qui s'expriment sont des urbains de plus en plus, et c'est eux qui votent de plus en plus et qui font même les décisions politiques, mais qui ont le vestige du passé. Donc nous, chimie, on a du mal, par exemple, à implanter une usine, mais quand il y a des écomusées l'été, c'est des records d'affluence pour voir les vestiges du passé. Le carbonate de soude, le PVC, les gens font la queue l'été avec leurs enfants pour visiter des usines, mais elles sont fermées. Mais les mêmes auront du mal à accepter une innovation. Donc pour terminer, sans doute une des voies de sortie serait de lier tout ça avec plus de culture, pas forcément scientifique, mais économique. Et c'est ce que quelqu'un dit tout à l'heure. Quand le lien est fait avec le profit immédiat personnel, les Français sont très accros sur les technos, parce qu'ils y voient un bien immédiat. C'est beaucoup plus difficile de convaincre les gens d'un bienfait économique, faute d'une culture économique. Et je terminerai là-dessus en étant un peu provocateur, mais tant que nos jeunes, et j'ai 3 enfants qui sortent du secondaire, tant que l'enseignement qui sera dispensé en France, que ce soit dans les écoles publiques ou privées, quelles qu'elles soient, l'enseignement aujourd'hui est un enseignement qui est rétif par rapport
au progrès, à l'innovation, à l'économie, à la prise de risque, au capital, etc., etc. Donc c'est très difficile de demander aux nouvelles générations d'être ouvertes aux innovations quand eux-mêmes reçoivent une éducation aussi retournée vers leur passé. Voilà, c'est un peu mélangé, mais je voulais vous interpeller aussi là-dessus. Madame Ignoret souhaitait rebondir avant de passer la parole à notre ami Louis Chevassus. Souhaitiez réagir à la remarque du représentant de Solvay? Oui, mais peut-être Thierry peut davantage en parler. Au moment d'une audition, dans le travail de notre groupe, quelqu'un de Solvay est venu nous parler en disant que justement, c'était le président, c'est M. Clamadieu, qui est venu nous en parler. Enfin, je n'étais pas là le jour de cette audition, mais je l'ai lu dans un rapport et vous en aviez parlé, en disant que justement, c'était complètement inclus dans tous les process de sécurité. Vous aviez même donné ce joli nom de Safety by Design, qui était ce qui, pour vous, était aussi une meilleure compétitivité par rapport à d'autres qui n'incluent pas ce procédé. Je sais, vous aviez parlé aussi de stewardship process. Si vous pouviez nous en reparler un petit peu, parce que je crois que c'est justement une des responsabilités de l'entreprise, effectivement, que de pouvoir intégrer cela, et de plus en plus, bien sûr. Oui, Bernard Chevassus-Louis, membre du groupe de travail et biologiste. Une remarque et une question. La remarque, c'est que c'est une question qu'il faut beaucoup discuter parce que, contrairement à une idée un peu optimiste, la science n'arrête pas d'étendre le domaine de l'incertitude. C'est lié à trois dynamiques qui se succèdent. L'une qui est la capacité de détecter la présence d'une substance ou d'un agent biologique potentiellement dangereux. Et ça va avancer à toute vitesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ça soit dans l'eau du robinet, dans le lait d'une femme allaitante ou dans l'environnement, on est capable de trouver tout partout, pratiquement. Deuxième chose qui avance, mais moins vite, c'est la capacité de montrer que cette présence a un effet biologique. Ce que j'appelle un effet biologique, c'est que quand je vous parle, vous tendez l'oreille. C'est un effet. Et donc, effectivement, les méthodes de la biologie moléculaire, de l'imagerie cérébrale et autres montrent de plus en plus que des choses ont un effet. Par exemple, quand vous téléphonez, on peut montrer par imagerie cérébrale que votre température à périphérie de l'oreille augmente un peu. Bon, et ça avance assez vite. Par contre, ce qui avance lentement, c'est cet effet est-il un risque? Autrement dit, les méthodes de la toxicologie, de l'éthotoxicologie, de l'épidémiologie sont hélas aujourd'hui avec une vitesse d'avancée beaucoup plus lente, ce qui veut dire que le domaine des choses que l'on détecte, pour lequel on voit des effets, mais pour lequel on n'est pas capable de dire est-ce un risque ou pas, va être un domaine de plus en plus large. Donc nous avons besoin d'une éthique d'articulation entre l'évaluation des risques qui débouchera souvent sur des incertitudes et une théorie de la gestion, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait. Ça, c'est ma remarque pour dire qu'effectivement, nous avons besoin de balayer cette question de l'articulation, évaluation-gestion. Ma question, elle est pour Madame de Guergue, sans vouloir abuser de sa voix, c'est que, effectivement, naissent aujourd'hui des discours qui parlent, disons, comme une alternative éventuelle d'un principe d'innovation ou d'un principe de responsabilité aussi. Or, il me semble que la question de ce qu'on appelle le risque de développement, c'est-à-dire le fait qu'en développant des innovations, il puisse apparaître des choses fortuites que l'état de la science n'était pas capable de prédire à un moment donné, fait déjà l'objet d'une couverture juridique qui exonère de responsabilité ce type de développement. Donc, que faudrait-il rajouter en plus de, effectivement, cette législation sur le risque de développement qui est déjà couvert et donc qui, d'une certaine manière, prend en charge la responsabilité éventuelle de ceux qui mettent sur le marché des innovations. Bien, puisque vous êtes immédiatement challengé, comme on dit en bon français, je vous passe la parole. Oui, effectivement, vous avez raison de le souligner. En ce qui concerne les produits défectueux,
le producteur du produit est exonéré de responsabilité lorsque apparaît un risque de développement. Vous avez raison de le souligner. C'est bien, c'est favorable à l'innovation. C'est favorable à l'innovation. J'ajouterais que le principe de responsabilité et le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel l'a précisé, chacun doit être responsable des dommages qu'il cause à l'environnement. Et le Conseil constitutionnel a ajouté que chacun a un devoir de vigilance par rapport aux dommages qu'il pourrait causer à l'environnement. Donc le principe de responsabilité ou de vigilance, pour reprendre l'expression du Conseil constitutionnel, existe bien dans notre droit. Oui, vous avez raison de le souligner. Et c'est un principe qui doit encourager l'innovation dès lors que le risque de développement n'engage pas la responsabilité de l'innovateur. Ça, on est d'accord là-dessus. Vous parliez aussi, il me semble que c'est vous, de l'articulation entre tous ces principes. François Ewald, qui est un philosophe, a eu une très belle formule pour désigner le comportement de précaution et la façon dont la précaution innerve toute la société. Il a dit que cette précaution attestait aujourd'hui d'une nouvelle articulation entre le savoir et le pouvoir. Et c'est effectivement cette articulation entre le savoir des scientifiques, des techniciens, des personnes qui innovent, qui font des expériences, et le pouvoir, c'est-à-dire les autorités administratives qui ont le pouvoir de donner des autorisations de mise sur le marché des médicaments, les autorisations pour les OGM et toutes les biotechnologies. Donc c'est effectivement cette articulation entre le savoir et le pouvoir qui est très difficile à trouver aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors j'ai deux demandes de parole, dont celle du directeur de l'école de droit. Est-ce que c'était lié directement à la question juridique qui vient d'être évoquée? Alors dans ce cas-là, peut-être pour garder un peu de cohérence dans le débat, je vous passerai la parole d'abord, et puis ensuite à monsieur, et puis je redonnerai une deuxième fois la parole à nos panélistes avant une troisième et dernière fournée de questions. Oui, merci. Donc, je suis universitaire, professeur de droit dans cette maison. Et précisément parce que je suis juriste, je crois qu'il ne faut pas trop attendre du droit. Il ne faut pas trop attendre du droit. J'ai entendu beaucoup de propos tout à l'heure. Je pense que la constitutionnalisation du principe de précaution n'est que le reflet d'un état de la société. Avant de faire une révolution juridique, avant de remplacer éventuellement le principe de précaution, c'est d'une révolution culturelle dont on a besoin. Le problème aujourd'hui, c'est on est dans une société qui s'interroge par rapport à sa propre culture. Souvenons-nous, il n'y a pas tellement longtemps, on parlait tous d'une épargne de précaution. On demandait aux gens, faites une épargne de précaution. Donc on est une société qui, depuis longtemps, pour des raisons, on n'a pas le temps de voir ce soir, mais qui, sur le plan de l'anthropologie, qui a évidemment impacte la réflexion des juristes, doit prendre en compte cette considération. Doit prendre en compte également le fait que dans les révolutions industrielles antérieures, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a des révolutions industrielles, technologiques, ces révolutions technologiques signifiaient progrès. On allait quitter la campagne pour aller en ville. On allait quitter la campagne pour vivre mieux. Donc évidemment, on prenait un risque avec les technologies, mais c'était pour du mieux. Là, aujourd'hui,
la révolution technologique, c'est je vais perdre mon emploi, ça va plus être l'ascenseur social, mais le descendeur social. Donc, on a une société qui se trouve dans cette situation et qui, pour se protéger comme elle le peut, réinvente, c'est ce que j'ai appelé ailleurs, moi, le syndrome du grenier. Hein, c'est-à-dire quand une société a peur, elle ne bouge pas, ou elle va dans le grenier pour retrouver les choses qui fonctionnaient jusqu'alors. Alors on trouve les Dinky Toys, on trouve les poupées anciennes, on trouve tout ce que vous voulez, ça rassure. Mais justement, je pense que le droit, là-dedans, n'est que la manifestation, à un moment donné, de cette interrogation de notre société sur les principes sur lesquels avancer. Je rappelle, mais Maryse l'a dit tout à l'heure, qu'avant d'être constitutionnalisé, le principe de précaution a été inventé par le juge administratif. Il n'y a pas eu d'abord la constitutionnalisation et ensuite le juge. Il y a eu d'abord le Conseil d'État, qui, je crois, a mis en avant le principe de précaution dans les années 1980 et quelques, et la constitutionnalisation est venue après. Et point que tu as souligné, Marie, c'est que moi je trouve, je discutais un peu tout à l'heure, je trouve que le Conseil constitutionnel est relativement prudent par rapport au principe de précaution, puisqu'il n'a pas fait jusqu'à présent, dans les 2 dernières décisions QPC, il n'a pas fait du principe de précaution un droit et liberté que garantit la Constitution. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on ne peut pas utiliser le principe de précaution pour contester par l'intermédiaire d'une question prioritaire de constitutionnalité une loi. Hein. Donc là, le Conseil me paraît très prudent, si j'ose dire, sur cette question. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai entendu, tu as parlé, ou dans le livre, principe d'innovation. Moi je dis, là, alors là, non, enfin non, assez de droit. On ne va pas quand même inventer un autre principe pour caler un autre principe. Il y a trop de droits en France. Il y a trop de droits en France. Hein. Il faut savoir un peu gérer, à partir, il faut faire un usage intelligent, si j'ose dire, de ce qui existe, à partir des principes existants. Et il y a un principe, alors parfois on n'entend pas très bien, donc j'ai peut-être loupé des choses, mais il y a un principe qui, je crois, n'a pas encore été évoqué ici, ou je n'ai pas entendu, c'est le principe de la liberté de la recherche, qui est un principe constitutionnel, hein, qui est un principe constitutionnel, qui a été reconnu par le Conseil constitutionnel, mais qui, malheureusement, n'est pas utilisé par ceux qui font un requérant. Tu parlais tout à l'heure, on oppose le principe de précaution au principe de la liberté d'entreprendre. Très bien, mais moi je dis erreur de stratégie juridique. Ce n'est pas la liberté d'entreprendre qu'il fallait utiliser, c'est la liberté de la recherche. C'est la liberté de la recherche. Et donc, plutôt que d'inventer un autre principe, utilisons les principes qui sont à notre disposition, utilisons-les de manière intelligente pour arriver à cette conciliation dont tu parlais. Et plutôt, encore une fois, que d'inventer un nouveau principe, traduisons le principe de précaution pour reconnecter la société française avec le risque, avec la confiance. Et pour moi, cette reconnexion, si le principe de précaution peut avoir un avantage ou un intérêt, c'est, je dirais, en aval, pas en amont. C'est-à-dire que utiliser ce principe de précaution pour multiplier les rencontres avec les citoyens, experts, citoyens, de multiplier avant la décision les rencontres avec les citoyens, c'est ça le principe de précaution, afin de reconnecter la société avec le risque, lui faire comprendre les effets de la technologie et donc multiplier cette élaboration plurielle, multiple des progrès que peut faire la technologie. Michel Berry, École de Paris du Management, c'est bon là. Je voudrais évoquer la dimension médiatique du sujet de la précaution. Depuis un certain nombre d'années, on voit périodiquement des turbulences médiatiques, j'appellerais ça des orages médiatiques qui gonflent. Alors il y a le sang contaminé, la vache folle, et quand l'orage devient fort, la foudre menace,
et on va désigner quelqu'un, un coupable, sur qui la foudre va tomber. Il fut un temps où c'était le ministre en charge de la chose qui était particulièrement exposé. Puis on a inventé des paratonnerres. On appelle ça autorité indépendante ou agence en charge de l'évaluation. C'est plus le ministre dit, l'autorité indépendante a dit que. Elles se sont multipliées depuis un certain temps. Je pense que c'est lié à l'effervescence médiatique. Ensuite, les autorités ont été elles-mêmes exposées et elles peuvent être plus ou moins tentées de sortir ce qu'on a appelé le parapluie. C'est-à-dire que finalement, dans des dimensions où les orages sont violents, fréquents, le parapluie est un instrument assez naturel et le paratonnerre, c'est une manière de détourner les dangers sur d'autres, est aussi assez naturel. Alors dans ce jeu, plus les orages sont violents et forts, plus les gens auront un comportement défensif. Et du coup, évidemment, un acteur joue un rôle très important qui est le journaliste. Alors, ma question va s'adresser à Stéphane Foucart. Selon la manière dont les journalistes donnent ou non la parole aux marchands de doute, parce que la peur fait vendre. Donc, d'abord, les sujets sont compliqués, donc c'est pas forcément facile de distinguer celui qui dit le vrai de celui qui dit le faux. Et en plus, comme la peur fait vendre, on peut être tenté de mettre la pression. Donc, la façon dont les journalistes vont gérer les informations, vont calmer le jeu ou l'accentuer, va avoir une très grosse importance sur la façon dont les choses se déroulent. Alors je voudrais savoir d'abord comment les journalistes se forment sur les sujets, s'informent, évidemment avec le risque d'être prisonniers des lobbies. Comment ils peuvent faire pour s'informer? Et deuxièmement, dans un jeu médiatique, est-ce qu'il y a des journalistes qui peuvent calmer le jeu? C'est-à-dire, pour calmer le jeu, il faut du courage et de l'autorité. Et donc, est-ce qu'il y a des journalistes qui donnent le ton? Ou est-ce que... Parce que consciemment ou non, les journalistes ont un rôle très important dans ces comportements défensifs. Je ne sais pas s'ils se forment pareil en France, aux États-Unis ou en Suède, mais on a l'impression qu'en France, les orages prennent vraiment facilement. Oui, donc là, vous êtes directement mis en cause. Il y a effectivement, comme le disait notre ami, il y a deux reproches qui sont faits habituellement aux médias. C'est premièrement de ne parler que des trains qui déraillent et jamais des trains qui arrivent à l'heure. Et deuxièmement, ce que vous avez dit, la peur fait vendre, il est assez facile d'alarmer ou d'alerter l'opinion, ça fait vendre du papier coco, comme on dit. Alors pour le premier aspect de votre intervention sur les agences, je pense que l'expérience a montré depuis quand même un certain temps qu'au contraire, ces agences prennent en général des avis qui sont extrêmement conservateurs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout des avis alarmistes ou qui... voilà. Donc le parapluie ne s'ouvre pas forcément. Là par exemple on a eu un exemple récent avec l'avis de l'ANSES sur les radiofréquences qui a dit bon bah non, il n'y a rien dans la littérature qui nous permette de dire qu'il y a un risque, etc. Outre le fait de réitérer que pour les enfants c'est peut-être pas une super idée de leur coller un téléphone à l'oreille 10 heures par jour, bah, voilà. Outre ça, les choses ont été plutôt calmées, hein. Le jeu a été plutôt calmé, comme vous dites, et cette information, elle a même été mise en manchette du Monde, c'était le premier titre, c'était le titre de la une ce jour-là, preuve que quand il n'y a pas forcément de quoi s'inquiéter plus que ça, la presse s'en fait aussi l'écho. Un autre aspect que vous évoquez, donc c'est celui que le papier fait vendre coco. Et en réalité, vous seriez certainement très surpris du fait que dans les rédactions, les porteurs de mauvaises nouvelles, donc a priori les gens plutôt comme moi, n'ont pas toute l'attitude pour faire tout le catastrophisme qu'ils adoreraient faire. C'est-à-dire qu'au contraire, on leur reproche de faire des choses qui sont quand même très déprimantes, le changement climatique, est-ce que tu es vraiment sûr que c'est aussi grave que ça quand même, etc., etc. Et on a beaucoup plus de mal à faire passer nos sujets que ce que vous pouvez penser. Et il n'est pas du tout certain que, en fait, l'expérience montre que c'est plutôt l'inverse, que ce genre de mauvaises nouvelles qui sont en fait des mauvaises nouvelles systémiques, hein, qui mettent en cause le comportement de chacun d'entre nous, hein, chaque fois qu'on prend sa voiture ou qu'on prend l'avion, bah forcément on est un petit peu coupable, eh bien ces informations-là ne font pas forcément vendre du papier. Alors sur les gaz de schiste, je crois que le traitement a été relativement équilibré. Je pense qu'un journal comme Le Monde a des rubricards
en économie voilà, dont le boulot est de dire qu'est-ce que ça va nous rapporter en termes d'emploi, de points de PIB, d'indépendance énergétique, etc. Et puis vous avez des oiseaux de mauvais augure comme moi qui vont vous sortir des études épidémiologiques pour vous dire bah oui, mais si vous faites un cercle de 800 mètres autour d'un puits, bah vous voyez que les enfants qui naissent ont un taux de malformation qui est un petit peu supérieur. Non, bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que notre boulot, c'est pas finalement de calmer le jeu ou pas, c'est que sur chaque sujet, par exemple le gaz de schiste, par exemple les OGM ou d'autres, eh bien, on puisse avoir différents éclairages, des éclairages qui sont plutôt des éclairages positifs sur ce que ça va nous rapporter ou ce que ça pourrait nous rapporter, et puis des éclairages qui sont, hélas, en général plutôt négatifs. Par ailleurs, je voudrais juste faire une petite parenthèse et répondre aussi rapidement à ce qu'a dit Bernard Chevassus tout à l'heure. On n'est pas non plus dans une sorte d'hystérie hypocondriaque. Aujourd'hui, même une institution aussi extraordinairement conservatrice que l'Académie de médecine convient que sur les questions de baisse de la fertilité, qui est un problème qui touche massivement la population générale, sur les questions d'augmentation des cancers hormonodépendants, sur un certain nombre de maladies métaboliques, il y a une augmentation qui est considérable depuis l'après-guerre et qui est très vraisemblablement, dont les causes sont très vraisemblablement environnementales. Donc on n'est pas non plus uniquement dans l'agitation de risques absolument fantasmés. Il y a des vrais risques aussi, et ces vrais risques, en général, sont subis par la population de manière involontaire. C'est-à-dire que quand vous mangez quelque chose qui sort d'une boîte de conserve, vous n'avez pas le sentiment de prendre un risque particulier, alors que si vous êtes enceinte, eh bien, vous prenez un risque pour l'enfant à naître. Donc ça, c'est une réalité qui est scientifique. C'est pas uniquement une élucubration hystérique de journalistes ou de lanceurs d'alerte qui veut faire parler de lui ou vendre du papier. Maintenant, pour ce qui est des fausses alertes, il y en a aussi. On a eu un exemple récent il y a 2 ans. Moi je ne retire pas une ligne de ce que j'ai écrit. Le lendemain, on a fait un éditorial pour dire que l'étude de M. Serralini et collaborateurs n'était pas conclusive et que certainement les agences de sécurité sanitaire n'auraient pas grand-chose à tirer des résultats qui étaient publiés. Voilà. Maintenant, ça n'empêche pas effectivement la machine médiatique de mousser et de produire des manchettes, des unes qui sont un petit peu accrocheuses, etc. Ça, je ne dis pas du tout. Je crois que Michel Boucli souhaitait intervenir et j'ai ensuite au moins 3 demandes de parole, 4 maintenant, qui seront, avec votre permission, les dernières avant que nos 4 panélistes puissent, comme on dit dans les débats politiques, donner leurs conclusions. Oui, je pense qu'il y a une question, on a parlé tout à l'heure d'arbitrage, c'est-à-dire que la société a besoin d'avoir à un moment un baromètre, parce qu'un certain nombre de sujets profondément techniques, pointus, se posent à elle. On l'a dit tout à l'heure, il y a des moyens d'investigation qui sont très supérieurs à tout ce qui existait, qui vous permettent d'imaginer le pire en toutes circonstances, sur tout sujet. Et le problème, c'est de raison garder et d'avoir en fait une espèce de baromètre qui soit à peu près stable, etc. Ça a été le cas effectivement quand M. Serralini a sorti son étude sur le risque 1 que je qualifiais tout à l'heure des OGM, en menant une étude qui n'était pas rigoureuse et qu'un grand média l'a sorti en première page. Ça porte toujours beaucoup plus qu'un avis d'un journal sérieux, d'un hebdomadaire sérieux qui va faire avec recul cette analyse. On a parlé tout à l'heure, et Stéphane évoquait la description des champs d'essai de l'INRA sur la vigne, là en OGM. Mais quelles sont les politiques qui se sont vraiment levées pour dire c'est une honte dans le pays des Lumières, que c'est même pas de la production, on parle de la recherche. Et tout le monde avait ricané quand l'INRA pendant 10 ans avait mené ces dialogues en disant c'est la seule façon de faire accepter et finalement des gens viennent la nuit détruire leurs champs et au fond on a peu ressenti une solidarité considérable de la société et c'est là où notre société a bien sûr tous les scientifiques ont sorti mais ça a été entrefilé sur entrefilé et je pense que là, on est au cœur de notre sujet. C'est-à-dire qu'il faut aussi faire preuve de précaution et ne pas laisser la confusion se développer sans réagir de façon formelle. Et je pense que c'est quand même une des noblesses du politique d'être capable de le faire. Alors je ne vais pas tout renvoyer à eux et je voulais
plutôt intervenir sur la responsabilité des entreprises, hein, puisque une des questions a été dans ce sens. Je crois effectivement que l'entreprise a une responsabilité considérable pour faire savoir ce qu'elle fait. L'entreprise est très peu connue en France, elle est souvent décriée, finalement on se plaint quand elle ferme, mais peu de gens ont la vision de la beauté du travail industriel, je pèse mes mots, et en fait nous avons une responsabilité, nous les entrepreneurs, c'est que nous n'ouvrons pas suffisamment nos portes. Et moi j'engage les entreprises, même si c'est compliqué. Nos directeurs d'usine n'aiment pas ça, ils disent que ça pose des problèmes de sécurité, ça fait perdre du temps, etc. Je considère que l'entreprise a ses parties prenantes, elle ne peut plus ignorer aujourd'hui, on voit ce que la société est en train de lui faire subir en termes de régression au travers d'une réglementation à l'excès, peureuse à l'excès, en invoquant ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Et je pense que la façon de réagir, c'est de travailler avec les parties prenantes, c'est de travailler avec les municipalités, avec les gens de proximité, et d'arriver à poser les sujets de façon objective. Je prendrai un exemple, c'est un exemple de confusion mentale, un autre qu'on peut dénoncer, c'est le cas du palmier à huile. Alors, le palmier à huile, universellement, est considéré comme quelque chose d'extrêmement dangereux pour la planète. Le palmier à l'huile a deux problèmes. Un, c'est une huile qui est de très médiocre qualité, avec beaucoup d'acides gras saturés, et je vous engage vivement à ne consommer que du colza et du tournesol, puisque vous êtes dans des populations éclairées. C'est une huile qui a à peu près les caractéristiques du beurre, donc c'est pas du tout formidable au point de vue qualité quand vous pouvez prendre de l'huile d'olive. En même temps, c'est pas un poison. Je veux dire, toute l'Asie, toute l'Afrique se nourrit de l'huile d'olive et les gens ne tombent pas comme des mouches. Mais par contre, le vrai problème du palmier à huile, c'est que les Indonésiens ont planté des palmiers de façon sans vergogne sur des territoires fragiles au point de vue écologique et ont réalisé vraiment et déforestation et catastrophe écologique. Et le vrai sujet n'est pas le palmier à huile, n'est pas la qualité du palme comme on le croit, etc. C'est vraiment de lutter contre ce désastre écologique. Et il y a un certain nombre de groupes qui se sont liés avec des ONG, en l'occurrence le WWF, etc., pour développer des labels. Eh bien, je constate que les labels, RSPO, etc., ont rétabli la situation de l'utilisation de l'huile de palme dans la plupart des pays au monde. Et puis on constate qu'il y a un pays où on a un problème énorme, c'est la France, où là, le bruit de fond qu'il y a eu autour qui a couvert à la fois le problème écologique et le problème de santé, fait que le consommateur reste avec une image extrêmement négative, y compris de production d'huile qui peut être faite dans des conditions durables, travailler avec les ONG, etc. Et donc, on a un sujet de garde-fou, on a un sujet d'arbitre pour pouvoir, derrière deux phénomènes qui se mêlent à un instant donné, qui doivent pouvoir être discernés, arriver à trier le bon grain de livret. Et ça, on n'arrive peu à le faire en France. Merci. Alors, j'ai Thierry, si vous avez la gentillesse ou Thibault. Merci. D'accord. Voilà. Merci, surtout que je peux parler fort. Donc, voilà. Alors, je suis Marie Zarditi et je suis pilote du réseau Risque et Impact Industriel à France Nature Environnement, donc une grosse fédération qui regroupe un très grand nombre d'associations. Je voudrais revenir sur un mot et border un peu autour de lui. Le mot a été prononcé au début, puis on l'a un peu oublié. C'est le mot confiance. Mais j'ai entendu plusieurs fois qu'on a dit à un moment donné, on siffle la fin de la récréation, on prend une décision, mais qui la prend, au nom de quoi? Alors quelqu'un dit le citoyen, le gouvernement. Bon. Le vrai problème, c'est effectivement, il n'y a plus de confiance dans presque plus aucune parole publique et privée. Alors, c'est assez normal, disons que si vous discutez avec un industriel, vous dites, bon, il est jugé parti, c'est normal, il défend son beefsteak, donc s'il y a un inconvénient, il ne va pas trop me le dire, s'il y a un avantage, il va me le dire. On va dire, jusqu'à là, c'est normal. Si je passe à des scientifiques et des experts, on va être excessivement attentif à savoir qui paye, par exemple, une recherche.
Il y a une recherche, on n'a pas beaucoup parlé de recherche sociologique, mais il y a une recherche sociologique sur la recherche aux USA, dont je ne retrouverai pas le nom parce que je ne pensais pas qu'on nom, mais qui me revient, qui est qu'en gros, plus de 70% des études scientifiques payées par des industriels concluent dans le sens des industriels. Seulement autour de 20% des études scientifiques payées par des fonds publics concluent dans le sens des industriels. Bon, moi, ça m'interroge un peu, je ne veux pas aller plus loin, voilà, ça m'interroge un peu. Donc, cette notion de juge et partie devient un élément clé. Vous avez entendu la Commission européenne, le commissaire à l'énergie, il a des parts dans les fossiles. Il a du fric personnel investi dans les fossiles. On n'est pas très sûr qu'il va nous faire la transition énergétique quand même. Là. Bon, et puis il y en a d'autres comme ça. Donc, si vous voulez, cette notion, et donc maintenant, la recherche elle-même, on commence à regarder qui paye. Et comme on sait, hélas, qu'en France, depuis très longtemps, les sous de la recherche sont baissés et qu'on dit aux gens, allez vous faire financer par des industriels, ben, ils vont se faire financer par des industriels, mais après, voilà, après, il y a quelques problèmes, quoi. Pour ceux qui ont suivi l'épopée des perturbateurs endocriniens les 2 dernières années à l'Europe, c'est carrément extraordinaire. Voilà. Vraiment, c'est carrément extraordinaire, quoi. Bon. Deuxième élément, toujours sur ce mot, confiance. Il y a un deuxième élément qui a un peu été évoqué au moment tout à l'heure, au moment des incertitudes. J'ai des cheveux blancs. Quand j'étais petite à l'école, on me disait la science, c'est sûr, ça répond à tout. Vous lâchez cette pomme, elle tombe, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, les industries et l'innovation ont été tellement vite que quand on dit il y a un risque là-dessus, il y a des chercheurs qui disent ouais, peut-être bien, ouais, presque sûr, et d'autres qui disent oh non, non, pas du tout. Oui, alors le citoyen, il est devant des gens qui, effectivement, en fait, n'ont pas encore d'avis parce que la science n'a pas conclu. Voilà, la science, elle vous dira peut-être dans 25 ans. Je vous rappelle quand même que pour dire que le tabac, il a fallu 40 ans pour qu'on finisse par démontrer que ouais, le tabac, c'était un peu malsain. 40 ans. Lisez les études qui ont été faites, signaux précoces, leçons tardives. C'est absolument remarquable, où on voit effectivement que on a raté des signaux très importants de risques graves avant de se bouger, alors qu'on aurait pu éviter des choses importantes. Donc voilà, ce deuxième élément, il est là, je crois que il y a progressivement très peu de confiance du public, et ça je le regrette personnellement, mais enfin, moi aussi, j'ai beau chercher, je ne sais pas, enfin voilà, c'est un peu compliqué. Et pour conclure sur 2-3 trucs qui ont été dits... Brièvement, s'il vous plaît. Oui, mais très vite. L'étude de Seralini était peut-être mauvaise. Celle de tous les industriels qui font l'étude des risques sur leurs propres produits OGM, étant la même, sauf qu'elle dure 3 mois au lieu de 2 ans, est aussi mauvaise. Donc depuis 15 ans, nous n'avons aucune bonne étude. Soyons d'accord, les uns n'étaient pas bons, mais les autres non plus. Bon. Deuxième élément, le gaz de schiste. Qu'est-ce qui s'est passé sur le gaz de schiste, au-delà de tout ce qu'on a entendu et de ce qu'on a pu avoir, de ce qu'on appelle le retour d'expérience de ceux qui avaient commencé? C'est que les gens se sont aperçus qu'on avait un code minier qui datait de 1950. Et que dans ce code minier, 1950, la fin de la guerre, ou à peu près, il y a eu quelques améliorations, mais pas grand-chose. Arus n'existe pas, le citoyen n'existe pas, le propriétaire n'existe pas, enfin, il existe l'industriel, il faut aller chercher les trucs et c'est tout. Et donc, à un moment donné, on s'est dit, quand vous aurez fini de réformer le code minier, on pourra peut-être recauser, mais pas avant. Donc aujourd'hui, même chose. Bon, je vais m'arrêter là, mais il y en aurait d'autres aussi. S'il y a un accident nucléaire, les 400 milliards, c'est nous qui les payons tous. Voilà. Oui, pour l'application intelligente du principe de précaution qu'on a souhaité tout à l'heure, Philippe Jurgensen, ancien président de l'ANVAR et auteur d'un livre sur l'économie verte. Dans la discussion pour essayer de trouver une application intelligente du principe de précaution, je pense qu'il y a un mot qui est dans tous les textes et dont on devrait se souvenir, c'est le mot de mesure proportionnée. Peut-être les panélistes peuvent-ils nous dire s'il n'y a jamais eu une étude sérieuse sur le caractère proportionné des mesures qu'on appliquait ou qu'on demandait à appliquer par rapport aux risques invoqués. Et si ça n'est pas le cas, est-ce que ça ne devrait pas être la première chose à faire? De même que dans les projets de loi, maintenant, on demande qu'il y ait une étude d'impact. Il devrait y avoir systématiquement, quand on invoque le principe de précaution, une étude sur le caractère proportionné des mesures invoquées et du risque.
Robin Létoffé, étudiant en prépa. On décrit ici le principe de prévention comme contraire au progrès technique. On rappelle, enfin, il est inutile de rappeler que l'histoire industrielle est l'histoire du progrès technique, mais de progrès technique vraiment important, notamment le charbon, le pétrole, l'électricité, l'informatique, et que tous ont permis à de nouvelles révolutions industrielles d'émerger, de venir, et de nouvelles techniques de s'installer. Je pense que tout le monde sera d'accord ici pour dire que le gaz de schiste n'est pas l'avenir, pas certain, c'est incertain. Le principe de précaution, en limitant la recherche dans certains domaines, notamment le gaz de schiste, le nucléaire, n'est-il pas finalement un moyen de développer de nouvelles technologies et de développer de nouvelles énergies et ainsi d'aller plus loin, de développer la compétitivité? En effet, lorsqu'on force les scientifiques, lorsqu'on force la recherche à ne plus aller dans un sens, mais aller dans un autre sens, à aller vers de nouvelles voies, de nouveaux domaines d'application des sciences, et notamment à arrêter, par exemple, les études sur les industries, enfin les énergies fossiles, on ne permet pas le développement forcé de nouvelles technologies et de nouvelles sources de compétitivité française. La dernière question sera là, monsieur Thierry à gauche, voilà. Ça sera la dernière question. Ensuite, je demanderai à nos 4 orateurs de bien vouloir commenter tel ou tel des éléments qui ont été donnés lors de cette dernière salve, et puis de nous apporter peut-être le dernier élément qu'ils souhaiteraient nous voir prendre en compte, puisque de nombreux ont été évoqués, ce sur quoi ils souhaiteraient que nous mettions l'accent dans la reprise de ce débat. À vous, monsieur. Oui, merci. Philippe Hertzmann, je suis président de l'INERIS, qui est un institut public sur l'environnement industriel et les risques. J'ai une remarque et une question. La remarque, c'est, enfin, je me raccroche, enfin, l'institut que je préside est compétent, je précise, à la fois en risque chronique, les produits, en risque industriel sur les usines et en risque souterrain pour tout ce qui a trait au sous-sol. La remarque, consiste à se rallier au titre que vous avez bien voulu mettre à votre rencontre de ce soir, parce qu'il faudrait quand même essayer d'y répondre de façon assez opérationnelle. Alors, il faut voir, ça n'a pas été dit, mais tout le monde en a conscience que l'activité industrielle, qu'elle soit pharmaceutique, productrice de produits, de molécules, et fait référence à des enjeux économiques, donc financiers énormes, et que là-dedans, il y a quand même, je ne dis pas une lutte, mais une interface de plusieurs décennies entre des intérêts divergents qui, c'est la vie, hein, ne sont pas forcément prédestinés à s'entendre et à s'écouter. Le problème, c'est un peu comme dans le banditisme à la police, c'est que la lutte est un peu inégale et surtout, vous savez qu'on définit le banditisme comme toujours en avance par les méthodes, par la rapidité, par la réactivité, par rapport aux méthodes policières. Mais la police rattrape toujours. Mais à chaque fois qu'on résout un problème, il y en a 10 qui apparaissent ailleurs. C'est un peu ce qui se passe en matière de risque et d'environnement. Et donc, ma contribution, ma réponse, vous n'allez pas être surprise, mais encore faut-il le dire explicitement, qui est que la réponse à comment concilier principe de précaution et compétitivité, parce qu'on a besoin des deux, bien sûr, je pars de ce postulat, c'est quand même la capacité de mettre en place une capacité d'expertise, qu'elle soit publique, privée, associative, et qui soit fondée sur un minimum, plutôt sur un maximum de déontologie, qui soit garantie par la loi, par les pouvoirs publics, mais bien sûr avec la presse et les associations de consommateurs, etc. Donc il faut des experts qui soient indépendants, qui essayent de dénouer un peu ce conflit perpétuel et inégal entre ceux qui ont la tête rivée sur le court terme
et qui ont des intérêts bien identifiés, notamment au plan économique et financier, et puis d'autres qui défendent des intérêts de moyen et long terme et dont les mesures sont plus difficilement appréhendables. Alors voilà la première observation. La seconde, c'est très simple, c'est la question, c'est dans cette course incessante entre production, innovation et production de nouvelles molécules, de nouveaux produits et de nouveaux systèmes, et par ailleurs des gens qui sont censés dire un peu le compromis, pour dire la vérité, enfin pas la vérité, mais le compromis, le partage, l'arbitrage entre avantages et inconvénients. Comment vous prévoyez cette lutte incessante? Est-ce qu'elle a une fin? On sait bien qui va gagner au final, c'est toujours les intérêts économiques. Simplement, il faut qu'ils soient non pas submergés, mais encadrés par des garde-fous qui sont principes de précaution, entre autres, il y en a d'autres. Hein. Et donc, comment vous voyez les choses? Est-ce que le combat est optimiste? Est-ce qu'il est désespéré? Et est-ce qu'on se donne les moyens de l'assumer proprement?